Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre 143e briefing, éclairage sur l'actualité. Donc actualité qui est relativement chargée, je crois que nos deux intervenants habituels ont pas mal de choses à nous dire, donc on va pas traîner davantage et commencer directement. Arnaud. Merci, Président. Bonjour à tous. Des nouvelles d'économie et de politique, comme d'habitude. Avec une nouvelle de dernière minute, le ministère russe des Finances qui propose de maintenir à 13 et 15% le taux d'imposition sur le revenu pour les personnes travaillant à distance, dont celles ayant quitté la Russie. Je rappelle qu'en avril, un projet de loi gouvernemental avait été déposé euh, qui visait à porter à 30% le taux d'imposition pour ceux qu'on appelle ici les relocalisés, c'est-à-dire les Russes ayant quitté le territoire national depuis le 24 février 2022. Donc, pour résumer, un geste assez fort de gouvernement en direction de ces gens-là. Manifestement, les autorités russes souhaitent que dans leur majorité, elles continuent à travailler pour l'économie russe, pour des entreprises russes, même à distance, sans être pénalisées fiscalement. Deux chiffres, celui de l'inflation qui en avril s'est établi à 2,31% en rythme annuel. C'est peu, c'est une très forte décélération, mais la Banque centrale pense que les choses vont se dégrader, en tout cas que l'inflation va repartir à partir du mois de mai. Autre chiffre, Mikhail Mishustin, le Premier ministre, qui a déclaré le 17 mai que les salaires réels avaient augmenté de 3% sur les 12 derniers mois. Enfin, le débat sur la privatisation qui avait été initié par le président de VTB, André Costine, en avril, on en avait parlé lors de notre briefing, eh bien, il se poursuit avec deux nouvelles prises de parole sur le sujet. D'abord, M. Bastrikin, qui dirige le comité d'enquête, il s'est prononcé pour la nationalisation des principaux secteurs de l'économie russe au vu du contexte, qui selon lui est un contexte de guerre. À l'inverse, le vice-ministre des Finances, M. Moïseev, a déclaré être favorable à une nouvelle grande privatisation, tout en précisant qu'il fallait en créer les conditions et éviter les erreurs des années 90. Donc on voit que c'est un sujet qui agite les élites économiques et politiques russes, alors que ce sujet était plutôt absent depuis une bonne dizaine d'années. J'en viens maintenant aux actualités politiques avec M. Roizman, ex-maire d'Ekaterinbourg, qui a été condamné à une amende de 250 000 roubles pour discrédit des forces armées. Euh, euh, il encourait beaucoup plus, il encourait jusqu'à 5 années de prison, et donc cette peine qui peut paraître lourde, et le chef d'accusation peut peut-être sembler aberrant à certains en tout cas, est bien plus clémente que ce qui était attendu. Il y a une dizaine de jours, beaucoup de gens à Moscou, parmi les observateurs de la politique intérieure russe, pensaient que cette fois-ci, M. Roizman pourrait se retrouver effectivement derrière les barreaux. Viktor Sobolev, qui est un député de la Douma d'État, qui est un général à la retraite, a déclaré le 15 mai sur Telegram que les mobilisés quittant leurs unités au profit de la compagnie militaire privée Wagner étaient passibles de 15 années de détention. Et précisant son propos un peu plus tard, il a ajouté que, selon lui, la Wagner était une formation illégale. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Gennady Zyuganov, le chef du Parti communiste dont fait partie M. Sobolev, a pris ses distances, tout en appelant à ne pas monter l'affaire en épingle. Euh, Autre sujet dont on parle à Moscou, sujet à la confluence de la politique, des enjeux de société, de la culture, c'est la décision du président russe, Vladimir Poutine, officialisée lundi, de restituer à l'Église orthodoxe la Trinité d'Andrei Roublov, qui est l'une des icônes les plus célèbres du pays. Depuis 1929, elle était conservée à la galerie Tretiakov. Elle sera donc restituée à l'Église, dans un premier temps exposée à la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, avant d'être transférée à Sergueïev Posad,
le siège de l'Église russe. Ce qui est là encore intéressant de relever, c'est que, par exemple, Madame Likhatchova, la nouvelle directrice du musée Pouchkine, dont on a parlé lors de précédentes séances, qui est issue du camp conservateur et qui a été très fraîchement nommée, eh bien, a émis des craintes à ce sujet, craintes relatives à la possible dégradation de l'icône qui est très fragile. Alors, cette affaire, elle est intéressante d'un point de vue également politique, hein, puisque on sait que l'Église orthodoxe est en difficulté, notamment en Ukraine, où les autorités cherchent notamment à récupérer l'or des grottes, à évincer l'Église orthodoxe rattachée au patriarcat de Moscou du monastère Potchaïev dans l'ouest du pays. Eh bien, cette décision de Vladimir Poutine est une compensation symbolique très forte et plutôt inattendue. Il semblerait que le président Poutine ait pris cette décision personnellement, sans consulter, et c'est tombé de façon très inattendue. Il faudra voir par ailleurs quelles sont les réactions, ou en tout cas le ressenti au sein de la population. On sait que l'Église orthodoxe en tant qu'institution et sa hiérarchie sont généralement perçues assez négativement. Enfin, dernière nouvelle de politique intérieure, le parquet général et l'agence Rospotrebnadzor qui conduisent depuis quelques jours des vérifications au sein de l'Université européenne de Saint-Pétersbourg à la suite, semble-t-il, d'une dénonciation auprès de ces services. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant. Et là, comment est-ce que tu expliques ce revival, si je puis dire, du débat privatisation-nationalisation? Pourquoi est-ce que ça ressurgit maintenant et que finalement, quels sont les arguments des uns et des autres par rapport à la situation actuelle? Il y a, par-delà les clivages qui sont réels, hein, au sein des élites sur ce que devrait être la politique économique du pays, c'est peut-être d'ailleurs le domaine où la pluralité au sein du pouvoir est encore la plus grande. On peut débattre des orientations plus étatistes, moins étatistes. Bien, au-delà de ces clivages, je crois que tout le monde comprend bien que la Russie est à la croisée des chemins, pour les raisons que l'on connaît, et que le modèle antérieur, de fait, n'est plus pertinent, ou en tout cas le sera de moins en moins. Et donc, il y a la nécessité d'un nouvel élan, de repenser la politique économique du pays, et de ce point de vue-là, la privatisation peut être intéressante, peut être aussi un moyen de renflouer les caisses de l'État à court terme. Et puis, il y a évidemment des intérêts plus privés, plus égoïstes, je dirais. Il y a des gens qui sont évidemment à l'affût de bonnes affaires. Alors, elles sont sans doute moins bonnes que dans les années 90, mais voilà, et tout ça dans le contexte que l'on connaît et à la veille peut-être, alors pas l'année prochaine manifestement, mais peut-être à horizon de 3-5 ans, euh, euh, de, ou peut-être 2030, de changement à la tête de l'État. Et on sait que ça entraîne forcément des redistributions en termes de pouvoir, d'influence. Donc, ce n'est pas aberrant que l'on discute de nationalisation ou de privatisation. En tout cas, ça reflète les interrogations au sein des élites et le constat que ce qui a marché, ou plus ou moins bien d'ailleurs ces dernières années, n'est plus forcément pertinent face aux défis auxquels est confrontée l'économie russe. Merci de ces précisions. Concernant l'icône de la Trinité, est-ce que c'est pas un dossier un peu dangereux à ouvrir comme ça? On se rappelle les réactions assez fortes, les difficultés quand il y a eu la restitution de Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg à l'église. Comment, et ça s'est pas fait sans mal. C'était avec une forte réaction de la société civile. Est-ce qu'on risque pas là de retrouver un peu le même effet? Oui, ce sont des sujets sensibles qui montrent d'ailleurs qu'il y a de la politique finalement en Russie et une société qui réagit sur certains sujets en tout cas. Oui, on se souvient de la forte résistance à Saint-Pétersbourg à la restitution de Saint-Isaac. Là, bon, ce n'est pas un bâtiment, c'est une icône, c'est plus petit si j'ose dire, même si la portée symbolique est tout aussi forte vu la valeur artistique de l'icône en question. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça
ça divise, je dirais, non peut-être pas le pouvoir, mais en tout cas les personnes loyales envers le pouvoir. On sait que le clivage traditionnel dans ce genre de dossier, c'est les musées contre les autorités religieuses. Or, désormais, les autorités culturelles sont tout à fait loyales envers le pouvoir. Donc, c'est effectivement un sujet qui divise et qui peut mobiliser, même si je pense que la restitution de cathédrales, par exemple, de grands bâtiments, parce que c'est plus visible, est peut-être de nature à mobiliser plus facilement que la restitution d'une icône. Mais c'est à voir. Dernier point, les 15 ans de détention évoqués par le député communiste pour ceux qui passeraient chez Wagner, ça a une base légale ou c'est quelque chose qu'il demande ou c'est ce qui est inscrit dans le code pénal pour qui rejoindrait une association illégale? En fait, rien n'est clair, puisque finalement, on sait que les compagnies militaires privées en Russie n'existent pas. Donc, alors, il a précisé son propos en estimant que c'était le fait d'abandonner les positions. Donc, c'était plutôt le côté désertion, abandon de poste que transfert vers une entité privée, mais sans vraiment convaincre. Bon, il se dit que ce général Sobolev est en réalité proche du chef d'état-major des armées russes, général Gerasimov, et qu'il était peut-être là aussi en service commandé, si j'ose dire, et qu'il s'agissait d'un nouvel épisode des échanges très vocaux entre M. Prigogine et la haute hiérarchie militaire. Merci de tous ces éclaircissements. Igor, je crois que tu as aussi quelque chose à nous dire, donc nous t'écoutons. Merci Gilles, bonjour à tous. Alors effectivement, je vais commencer par un point sur l'assistance militaire à l'Ukraine, avec aujourd'hui un point sur les finances et le financement de cette assistance militaire, avec un double sujet, d'abord les États-Unis et ensuite l'Europe. Alors, dans les deux cas, il y a des tensions sur les financements. Alors, aux États-Unis, l'enveloppe de 48 milliards de dollars qui avait été budgétée en décembre pour fournir et financer cette assistance militaire à l'Ukraine arrive petit à petit, j'allais dire, à bout, puisque aujourd'hui il reste 6 milliards de ces 48 milliards et qu'au rythme où sont délivrés les paquets d'aide militaire que j'égrène ici d'ailleurs régulièrement, eh bien ces 6 milliards devaient être consommés vraisemblablement vers la mi-juillet. Tant et si bien que aux États-Unis, on commence déjà à réfléchir à budgéter une nouvelle enveloppe pour pouvoir poursuivre cette assistance militaire. Sauf que, il n'aura échappé à personne qu'il y a une actualité financière aux États-Unis qui est assez perturbée, puisque 1er juin, l'économie américaine est censée faire défaut si on ne trouve pas moyen de prolonger, j'allais dire, les financements, et ce qui a d'ailleurs contraint Joe Biden à ne pas assister au sommet du Quad, donc du dialogue quadrilatéral pour la sécurité en Asie-Pacifique, qui regroupe Australie, Japon, Inde et États-Unis. Le sommet était purement annulé puisque le président américain ne pouvait pas venir. Pourquoi? Parce que Joe Biden doit rester à Washington pour des négociations avec le Congrès et puis avec ses aides de camp pour trouver un compromis financier pour pouvoir relancer la machine, entre guillemets. Donc, on comprend bien que finalement, cette future hypothétique enveloppe qui, à mon avis, verra le jour, hein, d'assistance militaire à l'Ukraine, elle va être probablement le fruit, une fois de plus, d'un compromis ou variable d'ajustement du plus gros compromis financier qui sera trouvé pour que l'économie américaine ne fasse pas défaut au 1er juin. Donc, évidemment, un contexte assez perturbé, mais qui montre que ces pratiquement 50 milliards, en fait, hein, ont donc été consommés en l'espace de même pas 6 mois, à coup de différents paquets d'aide militaire. Côté européen, c'est à peu près la même situation, puisque M. Borrell a suggéré hier une rallonge de 3 milliards et demi pour la facilité européenne pour la paix. Alors la facilité européenne pour la paix, souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé, c'est ce mécanisme qui a été pensé en 2021 à l'origine pour fournir une assistance militaire en Afrique, enfin en dehors de l'Europe, à des pays partenaires, et qui a été immédiatement mobilisé après le 24 février 2022 pour que les Européens puissent venir en aide à l'Ukraine. Alors, à l'origine, elle a été dotée d'une ligne budgétaire de 5 milliards d'euros qui devait couvrir 2021-2027. C'est-à-dire que c'était quand même pour une relativement longue période. Sauf que là aussi, ces 5 milliards d'euros, on commence à en voir le bout. Il y a une première rallonge de 2 milliards qui a été décidée à la fin de l'année dernière. Et là, donc, M. Borrell a suggéré aux différents gouvernements européens de remettre 3 milliards et demi au pot pour que les Européens puissent continuer de financer cette aide militaire à l'Ukraine. Donc on voit que de part et d'autre de l'Atlantique, on cherche les moyens de rallonger les enveloppes
dans cette logique de s'inscrire dans la durée. Au niveau du matériel, et je crois que c'est l'objet d'une des questions qui nous est posée, le sujet, c'est ce qu'on appelle la coalition internationale pour les avions de combat pour l'Ukraine. Et là, il y a eu évidemment quelques développements depuis lundi, puisque 4 pays se sont déclarés prêts à former des pilotes ukrainiens. Alors, ces pays sont la France, la Grande-Bretagne, la Belgique et les Pays-Bas. Et parallèlement, Berlin, Varsovie et Londres, on retrouve l'Angleterre dans les 2 cas, ont fait savoir d'emblée qu'ils ne fourniraient pas d'appareils à Kiev. Alors chacun pour différentes raisons. Les Polonais ont expliqué qu'ils ont déjà donné tout leur MiG-29 et qu'ils ne peuvent pas commencer à taper dans les F-16. Les Allemands ont expliqué que c'est prématuré et les Britanniques, je ne sais plus. Pour les 4 pays qui envisagent de former donc les pilotes ukrainiens, parmi ces 4 pays, il y en a 2, la Belgique et les Pays-Bas, qui ont des F-16. Les 2 autres pays, la France et la Grande-Bretagne, ont d'autres appareils. En France, on le sait bien, on a le Rafale et les Mirages. Bon, le Rafale, on peut le sortir du débat d'emblée a priori, hein, mais on parlerait plutôt du Mirage. Et les Britanniques ont des Typhoon et d'autres choses. En fait, l'idée, pourquoi est-ce que les Ukrainiens parlent sans arrêt de F-16, enfin, quand on écoute les déclarations des officiels ukrainiens, c'est quand même plutôt le F-16 qui revient. C'est un peu comme pour le débat sur les tanks, c'est-à-dire que c'est quand même un des avions qui est le plus répandu autour du monde. Hein. Les Américains, enfin Lockheed Martin en l'occurrence, en a vendu quand même des centaines à travers le monde, comme les Allemands ont vendu des chars Léopard par centaines aussi là à travers le monde. Et donc la logique, c'est toujours la même, c'est faire de l'économie sur la formation des pilotes en les formant à un type d'appareil pour qu'ensuite on puisse imaginer que des pays donnent 3, 4, 10 unités et puis former comme ça des flottilles. Bon. Ça, c'est théorique, puisque pour l'instant, dans la pratique, on s'en tient à des débats sur la formation des pilotes qui pourraient commencer suivant les pays cet été, et chacun de ces pays expliquant quand même que ce sont des processus très longs, que ça prend des mois et des mois de former un pilote, sur ensuite quels appareils il faudra avoir. Donc en France, a priori des Mirages, en Grande-Bretagne peut-être des Typhoon, et pour les 2 autres pays, a priori des F-16. Autre point d'actualité aujourd'hui, c'est évidemment l'accord céréalier, puisqu'il a été reconduit hier après que la Russie ait levé ses réticences, et donc reconduit pour 60 jours jusqu'au 18 juillet. On se souvient que la Russie, depuis des semaines, laissait planer quand même un doute assez fort, hein, sur sa propension à reconduire cet accord qu'elle présentait comme inégalitaire, pour tout un tas de raisons que j'avais évoquées ici, sur lesquelles je reviens pas. Mais il faut relever que cet accord a été reconduit par la Russie, sans que Moscou n'obtienne satisfaction sur aucun des points qu'elle avait demandé, à savoir la reconnexion au SWIFT de la banque Russell-Grossbank, la réactivation du pipe d'ammoniac Odessa-Togliatti. Enfin voilà, il y avait des conditions qui étaient posées, il y avait 10 points qui avaient été posés très clairement par le MID, hein, si je me trompe pas, et aucun de ces points n'a été satisfait. Sur les initiatives de paix, un petit point aussi, puisqu'on en a quand même 2 qui sont en cours, hein, timidement. Alors une de la Chine et l'autre de l'Afrique du Sud. Alors pour la Chine, j'en avais parlé lundi. Le conseil spécial chinois en charge de l'Eurasie est arrivé hier à Kiev, où il a rencontré le ministre ukrainien des Affaires étrangères et le président Zelensky. Il doit poursuivre sa tournée avec des étapes à Moscou, Berlin, Paris et Varsovie. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore grand-chose de ce qui s'est dit ou de ce qui s'est passé à Kiev. Les Chinois sont venus présenter a priori une initiative de paix, ou tout du moins quelque chose pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu. Et l'autre initiative, c'est évidemment celle proposée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa le 16 mai, qui a expliqué que d'ici le sommet Russie-Afrique, il entendait se rendre à Moscou et à Kiev avec 5 autres chefs d'État africains. Alors, il s'agira donc de la Zambie, du Sénégal, du Congo, de l'Égypte et de l'Ouganda, pour présenter là aussi un plan de paix africain pour tenter de mettre un terme au combat en Ukraine. Alors, quand on regarde les pays qui sont dans les 6 pays, hein, qui sont dans cette africains qui sont dans cette initiative, on trouve évidemment l'Afrique du Sud qui semble être un peu leader, hein, dans cette initiative, M. Ramaphosa, l'Égypte qui est quand même en bonne relation avec la Russie, la Zambie et le Sénégal qui à l'ONU ont systématiquement plutôt voté pour les résolutions qui critiquaient ou condamnaient la Russie, et des pays comme le Congo et l'Ouganda qui, à contrario, soit se sont abstenus, soit ont voté contre. Donc,
plutôt une délégation équilibrée, en tout cas pas une délégation de complaisance, parce que si on avait trouvé qu'une bande de copains qui se rend à Moscou, évidemment, ça aurait pu être suspect. Là, on a quand même des pays qui ont des positionnements assez équilibrés dans cette équipe de 6 pays. Bon, maintenant, il ne faut pas trop se faire d'illusions sur la capacité de cette délégation africaine de haut niveau, mais de pouvoir faire bouger les choses. A priori, il y a quand même peu de chances, malheureusement, que cette initiative puisse déboucher, a priori, sur un résultat quelconque. Je rappelle qu'avant M. Ramaphosa, l'an dernier, on a eu M. Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, qui avait aussi s'était rendu à Moscou et à Kiev pour là aussi tenter quelque chose, mais ça n'avait pas vraiment fonctionné. Donc là, c'est une nouvelle initiative africaine. Je crois que le Sénégal aussi avait voulu tenter quelque chose il y a quelques mois. Autre point, c'est sur les relations, assez brièvement, entre l'Ukraine et Israël, qui sont un petit peu dans la tempête, puisque Kiev s'en est pris lundi à Tel Aviv en expliquant en reprochant finalement à Tel Aviv de reprendre le business as usual avec la Russie. Les Ukrainiens incriminent une réunion de haut niveau qui s'est tenue à Moscou début mai entre diplomates russes et israéliens au sujet du nucléaire iranien, sur des sujets de sécurité au Moyen-Orient et donc sur l'Iran. Le Jérusalem Post cite notamment un diplomate ukrainien qui s'en prend violemment à Israël en expliquant, je cite, « Israël doit décider s'il fait partie du monde occidental et se tient aux côtés de l'Ukraine ou s'il embrasse les forces obscures du monde. La neutralité n'est pas une option. » Fin de citation. Donc là aussi, la neutralité n'est pas une option. C'est quelque chose qu'on entend depuis quand même longtemps et pour l'Inde, pour la Chine, quelque chose qui revient quand même régulièrement. Et dernier point, c'est l'accord entre Russes et Iraniens pour construire la ligne de chemin de fer entre les villes iraniennes de Rasht et Astara. C'est environ 160 km de chemin de fer. Un projet à 1,6 milliard d'euros qui va être grandement financé par la Russie grâce à un crédit d'1,3 milliard d'euros. L'intérêt, c'est que ce tronçon ferroviaire s'inscrit dans le corridor nord-sud. On parle beaucoup de corridor, surtout depuis le 24 février 2022, mais en réalité, ce projet de tronçon ferroviaire et corridor nord-sud plus généralement date d'au moins une vingtaine d'années, sauf que la nécessité faisant loi, eh bien évidemment, les choses se sont accélérées. Et d'après Vladimir Poutine, une fois que ce corridor sera construit, il mettra Saint-Pétersbourg à 10 jours de train de Bombay en Inde. Voilà, Gilles. Quelle perspective de voyage. Alors, il y a plusieurs questions. Il y avait plusieurs questions sur la formation des pilotes. Lui, elle a largement répondu. Juste un petit point, on demande, les Mirage 2000 ne sont-ils pas désuets par rapport aux derniers Sukhoi russes? J'ai envie de dire, non, mais tout dépend en réalité de qui pilote ces avions. Les Sukhoi 35, les Russes, par définition, ont l'habitude de les piloter. Effectivement, on a coutume de dire que c'est un avion non pas de génération 5, mais de génération 4++. Les Mirage 2000, oui, ils sont un peu plus anciens, évidemment, et s'ils sont pilotés en plus par des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de les manœuvrer, c'est vrai qu'a priori, ils partent pas forcément favoris entre guillemets, sur un match. Donc, j'ai tendance à dire que, outre effectivement le décalage en termes de... Après, il faut regarder s'ils ont été mis à niveau, qu'est-ce qu'il y a comme optronique, électronique, qu'est-ce qu'on y met comme missile, la portée des missiles, etc. Mais faut pas sous-estimer le facteur humain et l'expérience du pilote dans ces combats aériens. Merci. Alors, une question géopolitique. La Moldavie vient de déclarer qu'elle souhaitait accélérer le processus d'adhésion à l'Union européenne afin, entre guillemets, de se protéger de la Russie. Le pays étant très pauvre et corrompu, je laisse là la responsabilité de l'auditeur sur ses qualificatifs, et l'Union européenne n'étant pas une alliance militaire, cette déclaration est-elle crédible? Une adhésion accélérée est-elle envisageable? Alors, si j'étais mauvaise langue ou mauvais esprit, je ferais remarquer que que d'autres pays, peut-être pauvres et corrompus, sont déjà entrés ou sont candidats. Euh, euh, Tu ne donneras pas de nom. non, 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 j'ai mis pudeur de gazelle. Euh, alors, la Moldavie, oui, la Moldavie, d'abord, elle est aux premières loges dans cette affaire-là. Elle craint plusieurs choses. Elle craint d'être un théâtre d'opération si jamais les lignes de front bougent. Hein. Elle craint les déstabilisations internes via la Transnistrie et la Gagaouzie, ou d'ailleurs dont on parle peu. Hein.
mais où ont lieu des Gagaouze. exactement, et à tort, parce qu'il y a eu des élections dimanche dernier. Gagaouzie, c'est une entité autonome de Moldavie où les forces pro-russes, et sans doute encore plus manifestement pro-russes qu'en Transnistrie, sont majoritaires. Et il est possible que, en tout cas c'est ce qui se dit, que les autorités centrales ne valident pas le vote qui a eu lieu dimanche dernier. Donc la Moldavie est un État, bon, on va pas refaire l'histoire de la Bessarabie, des transferts du redessinage de frontières à l'époque tsariste, à l'époque soviétique, en 1945. Bon. Revenir sur le conflit de 1991-92 entre la Transnistrie et le reste du pays. On sait que c'est un pays effectivement très fragile, à l'identité incertaine. Je rappelle que, par exemple, que très récemment, les autorités moldaves ont renoncé au titre de langue moldave pour mentionner le fait qu'il c'était du roumain, ce qui d'ailleurs est factuellement juste. Donc voilà, alors, la Moldavie est un pays effectivement pauvre. On sait qu'une large partie de la population travaille à l'étranger, en Russie pour partie, au sein de l'Union européenne par ailleurs. Une bonne partie des habitants disposent des gens de passeports roumains, donc de l'Union européenne. Effectivement, la présidente Sandu et son ministre des Affaires étrangères, Nicu Popescu, souhaitent s'arrimer vigoureusement à l'Occident. La Moldavie officiellement est un État neutre, donc l'OTAN n'est pas le vecteur privilégié, il privilégie donc l'Union européenne avec des programmes de coopération, des programmes d'aide qui se sont multipliés ces derniers mois. Hein. L'Union européenne a pris en charge un certain nombre de choses, dont une partie de la facture énergétique du pays. Et ce que souhaiteraient les autorités moldaves, c'est que il y ait une présence accrue, dissuasive, même si elle n'est pas militaire, de l'Union européenne dans le pays, en tout cas hors Transnistrie. Alors, est-ce une entrée accélérée est envisageable? Personnellement, je suis très sceptique, pour la Moldavie comme pour l'Ukraine d'ailleurs, pour différentes raisons. Bon, il y a des raisons de mise en conformité des lois, il y a un processus qui est très connu et que d'autres pays avant la Moldavie ont franchi. Et puis, il y a, je pense, quand même le facteur opinion publique en Occident. Alors, certes, la Roumanie et les Roumains sont sans doute très allants sur ce dossier-là, mais je doute qu'une majorité de Français soit prêt à envisager ça, soit prêt à payer ou se reconnaissent dans une Europe qui irait jusque là-bas. Merci de ce panorama très complet. Des questions qui sont plus moscovites. Pour quelle raison l'Anglo-American School a-t-elle été fermée? D'autres écoles internationales risquent-elles aussi de fermer ou de voir leur fonctionnement être entravé? J'imagine que notre auditeur pense au lycée français. Alors, difficile de vous répondre sur les raisons exactes de la réduction de voilure des lycées anglo-saxons. Je demanderai pour la prochaine fois à nos homologues des chambres américaines et britanniques de nous éclairer là-dessus. J'étais ce matin avec le proviseur du lycée français qui m'a encore une fois réassuré de la stabilité de l'établissement, tout du moins en tout cas pour les années scolaires à venir, et du renforcement de la filière de l'enseignement de l'anglais, justement, dans cet établissement, afin de pouvoir également accueillir des élèves qui auparavant auraient pu être scolarisés dans les établissements américains et britanniques. Voilà. Notons d'ailleurs une nouvelle un peu rassurante au milieu de tout ça, c'est que on a enfin retrouvé à l'ambassade de France un conseiller culturel en titre qui nous manquait depuis l'expulsion des diplomates à l'été dernier, donc et qui vient de prendre son poste. C'est quelqu'un qui connaît bien la Russie et qui sera tout à fait compétent et qui nous a bien réaffirmé que sa priorité était la conservation du lycée français. Donc voilà ce qui est tout à fait rassurant en tout cas sur la volonté des autorités françaises de conserver cet outil remarquable.
Alors, autre point qu'on va aborder rapidement, mais qui est, qui est une épine dans le pied de tous les moscovites, jusqu'à quand les GPS vont-ils être brouillés? Dans une mégalopole comme Moscou, quel impact économique pour les taxis ou livraisons et de sécurité, police, ambulance, pompiers, c'est effectivement un gros problème et on peut tous témoigner que c'est un vrai cirque en ce moment pour se déplacer, hein, que ce soit en taxi ou même quand on prend sa voiture pour trouver une adresse, on se peut retrouver assez baladé rapidement. Donc, et on voit les embouteillages qui, à mon avis, ne sont pas complètement étrangers à ce phénomène. Alors, est-ce que vous avez, vous, quelques informations ou est-ce qu'il y a déjà des réactions un peu vives de la société civile moscovite, on dirait, pour se plaindre de cet état de fait? J'imagine le brouillage, c'est pour éviter les drones et choses comme ça, mais il y a des conséquences très concrètes au jour le jour. Ça s'appelle le GPS Gaggaouz. Effectivement. Quelques opinions? Non, enfin, tu viens de le dire, la raison, elle est sécuritaire et je dirais qu'après ce qui s'est passé il y a une quinzaine de jours sur les toits du Kremlin, on peut raisonnablement penser que ça va durer. Voilà. Donc, je pense qu'il va falloir réapprendre les cartes papier ou recruter des chauffeurs de taxi qui connaissent vraiment la ville. Voilà, on nous signale juste que l'école Brooks sera ouverte pour la rentrée prochaine. C'est quoi, une école privée? C'est une école privée, effectivement, avec des conditions plus onéreuses que les établissements que nous connaissions auparavant. Qui étaient déjà hors de prix. Donc, voilà. Bien, ben, nous n'avons plus de questions. Donc, merci infiniment de votre fidélité. Nous nous retrouvons, comme d'habitude, tous les lundis et jeudis à 17h30. Je vous rappelle le 30 mai, la rencontre avec le président du centre Petersburgskaya Politika, Mikhail Vinogradov, donc sur la situation politique en Russie entre le 24 février 2022 et l'élection présidentielle de 2024, donc organisée par l'Observatoire. Inscrivez-vous rapidement, il y a déjà plus beaucoup de place. Ainsi d'ailleurs que le 31 mai, notre soirée musicale a beaucoup de succès. Il nous reste juste quelques places, donc dépêchez-vous si vous souhaitez vraiment y assister. C'est, je rappelle, le titre Printemps, Rachmaninoff, Lila, et c'est avec une chanteuse remarquable que nous avions tous. Voilà, bonne soirée à tous, bon week-end et on se retrouve lundi. À bientôt. Tenez bon.